Doublé magnifique pour les Français à Salt Lake City, l'or et l'argent en slalom, au total 11 médailles pour la France. En direct avec nous, le champion Jean-Pierre Vidal aux États-Unis. En Savoie, le papa Hervé Vidal. Et à Villard-de-Lans, une autre médaillée d'or, Carole Montillet. Nous les retrouverons tous tout à l'heure. Le salon de l'agriculture, terre d'élection, avec l'inauguration aujourd'hui par le président Jacques Chirac. Lionel Jospin acclamé par les militants socialistes à l'issue d'une investiture sans surprise. Ce matin à la Mutualité, avec nous Martine Aubry en direct de Lille. Elle était elle aussi ce matin à Paris. Victor Hugo est né il y a 2 siècles, en 1802, le plus connu des écrivains français, le plus prolifique aussi, a nourri notre imaginaire et notre réflexion. Madame, Monsieur, bonsoir. L'or et l'argent au slalom, un magnifique doublé français que l'on n'attendait pas. Hier à Salt Lake City, Jean-Pierre Vidal, médaille d'or, Sébastien Amiez, médaille d'argent. Très joyeux anniversaire pour Jean-Pierre Vidal qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Regardez cette course formidable, Florent Gautreau et Raymond Chaplard. C'est le fabuleux destin de Jean-Pierre et Sébastien. Vidal en or, Amiez en argent, le premier doublé olympique de ski alpin depuis Killy et Périlla, premier et deuxième de la descente des Jeux en 68. C'est fantastique. Ce qu'on a fait avec Bastoun aujourd'hui, je crois que c'est superbe, c'est grandiose. Mais je crois que c'est aussi la récompense de tout le travail qu'on a effectué ensemble. Ensemble à l'entraînement, mais isolés avant la deuxième manche. Sébastien Amiez va s'élancer, 8e du premier parcours. Il n'a plus rien à perdre. Résultat, meilleur temps de la deuxième manche. Et puis l'attente jusqu'à la délivrance. Amiez sera finalement médaille d'argent. Une fois que tu es 4e, tu es tendu parce que tu te dis, bon, c'est le meilleur résultat de ma saison, mais peut-être la place du con, comme on dit, je l'aurais pris de toute façon. Et 3e, c'est déjà ça libère tout, le 2e c'est fabuleux. À quelques minutes d'un incroyable exploit, Jean-Pierre Vidal s'est éloigné. Il pratique le tai chi, une variante du yoga. L'Américain Bode Miller a raté sa course, Amiez est à plus de 2 secondes. Jean-Pierre Vidal doit donc tout faire pour arriver en bas. À 2 reprises, Vidal se fait peur, mais il ne sort pas. Et dire qu'il y a 3 ans, il s'était blessé grièvement aux 2 genoux, on le disait perdu pour le ski. Fantastique journée et formidable soirée pour Vidal et Amiez, accueillis en héros par tout le clan français. La grande histoire des Jeux va s'enrichir de quelques sourires et d'un incroyable doublé. Jean-Pierre Vidal, happy birthday comme on dit là-bas, quelle belle victoire, quelle belle journée, et puis quel suspense. Vous êtes fait peur un peu, non, à un moment donné? Bah ouais, je crois que c'était vraiment incroyable. Puis bon, quand on est en tête de la première manche au JO, je crois que c'est vraiment de grosses sensations au départ. Il ne faut pas trembler. Surtout que je savais que Bode Miller venait de sortir. Je savais que c'était Sébastien qui était en tête. Et j'avais vraiment envie de partager une médaille avec lui. Donc je me suis accroché jusqu'en bas du tracé. Et j'ai tout donné et je suis resté concentré jusqu'à la fin. Parce que je savais que si j'arrivais en bas, cette médaille d'or, elle était pour moi et c'était superbe. Et de fait, elle est là autour de votre cou. Ne bougez pas, on vous retrouve dans quelques instants. Dans votre village savoyard à la Toussuire, on a évidemment suivi avec beaucoup d'émotion la compétition et on a fait la fête tard dans la nuit. Regardez, tout le monde était là, sur place Didier Guyot et Thierry Monnier. Et Jean-Pierre Vidal sur le podium d'une Coupe du Monde. Et l'Amérique lui va si bien, c'est là-bas qu'il l'a gagné. Et il est beau, mon Jean-Pierre, le voilà. Tous les proches de Jean-Pierre vous le diront, Alphonsine, 88 ans, c'est l'âme de la famille sans qui rien ne se fait. Aussi, si le petit-fils a remporté sa médaille d'or, c'est un peu parce que sa grand-mère lui a enseigné effort, sacrifice et opiniâtreté. Pour être un champion, eh ben, c'est dur, c'est dur. Et c'est un peu une galère. Il faut avoir un bon tempérament, un bon physique, un bon mental, et puis après le reste vient. Et hier soir, le reste est venu pour le plus grand plaisir des amis de Jean-Pierre. Larmes de joie, chansons, champagne, il en sera ainsi toute la nuit. Il y a beaucoup de champions, mais il y en a un qui a toujours quelque chose en plus, et ça c'est, je ne sais pas comment parce que je l'ai eu avec le Gardena, Jean-Pierre l'a eu aujourd'hui, il y a quelque chose de plus, et ça je pense que ça se travaille pas, c'est inné. Mais qu'importe les succès, Jean-Pierre, c'est l'enfant du pays, pas question de prendre la grosse tête. C'est une de ses grosses qualités de rester humble par rapport à ce qu'il nous offre, par rapport à ce qu'il nous a offert tout au long de sa carrière. C'est vraiment un modèle. Demain, le modèle sera de retour et la Toussuire le fêtera en héros.
La victoire de Jean-Pierre Vidal, c'est, on l'a vu, l'histoire d'une famille de champions, mais aussi la récompense de l'opiniâtreté d'un athlète blessé à 2 reprises. Vidal, premier champion olympique de slalom depuis Killy en 68, portrait par Julien Hérisson et Ronan Kerraro. Pour devenir un grand champion, il faut savoir éviter les embûches, contourner les obstacles. Et à ce petit jeu-là, on peut dire que Jean-Pierre Vidal a réalisé un drôle d'exploit. En mars 99, il se blesse lors d'une descente d'entraînement. Opéré des 2 genoux, immobilisé plusieurs semaines dans un fauteuil, on le disait perdu pour le ski, mais Vidal va s'accrocher. Pour remonter la pente, quand on a l'habitude de la descendre, rien ne vaut l'encouragement des siens. Dans la famille Vidal, je voudrais la sœur, Vanessa, 7e du slalom olympique mercredi dernier. Mais il y a aussi son guide spirituel en matière de spatule, Jean-Noël Augère, cousin de la mère de Jean-Pierre. En 70, il devenait champion du monde en Italie. 18 victoires en Coupe du Monde, une carrière terminée subitement suite à un conflit avec les entraîneurs français. À ses côtés, Jean-Pierre a appris la valeur de la sueur. C'est le travail que depuis de longues années qui a payé. C'est aussi ma volonté de continuer après ma blessure. Et pour moi, c'est génial, quoi, parce que ça veut dire que je ne me suis pas trompé de voie et que je me suis accroché. Et je suis vraiment super content, quoi. Les encouragements de grand-mère, une grande saison 2001 et l'or olympique à l'arrivée. Jean-Pierre Vidal, c'est l'ampleur du chemin parcouru. La victoire n'en est que plus belle. Grand-mère Alphonsine qu'on a vue à midi. On vous retrouve tous les deux, le père et le fils. Alors, qui est le plus content, Hervé ou Jean-Pierre? Hervé, on vous écoute. Moi, je suis vraiment satisfait aujourd'hui. Mon fils, pour ses 25 ans, avoir une médaille olympique autour du cou, c'est vraiment fabuleux. Aujourd'hui aussi, c'était une bagarre, ces Jeux olympiques, la bagarre avec la famille Kostelic. Mais la fille Kostelic a gagné toutes les médailles. Et chez les hommes, c'est mon fils qui a gagné. C'est vraiment une joie intense. On a partagé avec Jean-Noël quelque chose de fabuleux. Je pense que ça va se reproduire parce que Jean-Pierre, il est encore jeune et dans 4 ans, ça va être encore une même fête à la Toussure. Oui, alors justement, dans 4 ans, Jean-Pierre, il va falloir recommencer. Après une telle victoire, vous envisagez différemment la compétition? Je crois que la compétition, ça restera toujours la compétition. Il faut être très concentré dans ce qu'on fait et il faut se donner à fond. Je crois que ce qui va changer, c'est que maintenant, je suis champion olympique. Ça, je crois que je l'ai bien réalisé. Je crois que les autres, ils vont me regarder autrement. Mais bon, moi, je crois que ça va me donner encore plus de confiance. Et je crois que ça va me donner encore plus envie de m'entraîner. Parce que je crois que quand on a une récompense comme ça, c'est des années de travail qui sont récompensées. Et toutes les gouttes de sueur qu'on a versées pour en arriver là, elles sont oubliées. Et on a encore envie de se donner pour se faire plaisir. Parce que la passion du ski, c'est fabuleux. Vous avez l'air extrêmement sérieux. Est-ce que c'est parce que vous êtes fatigué, vous avez trop fait la fête, ou est-ce que c'est l'émotion, le poids de cette médaille qui pèse un peu sur vos épaules? Non, mais je crois que moi je suis pas trop un bout en train, donc je suis naturel, je suis comme ça, donc voilà. Puis bon, je crois que ça fait pas mal de temps que je fais des interviews, donc au bout d'un moment c'est pas évident à gérer tout ça. La succession de Killy, ça n'est pas rien quand même. La succession de Killy, je crois que c'est fabuleux. Mais bon, pour le succéder, Killy, il faut encore en faire d'autres, des médailles d'or. Donc ça sera dans 4 ans à Turin. Et j'essaierai d'en faire d'autres pour arriver au même niveau que lui. Mais je crois que ça sera difficile. Donc je vais déjà me concentrer sur les prochaines Coupes du Monde qui arrivent. Et puis on verra dans 4 ans. Mais c'est encore loin et il y a encore beaucoup de travail à effectuer. Et vous, Hervé, vous avez pu parler à votre fils déjà? Vous avez peut-être quelque chose à lui dire, profitez-en, puisque vous le voyez, vous êtes ensemble, si je puis dire. Aujourd'hui, je le félicite, c'est parce que très souvent, je n'ai pas l'occasion. Quand il arrive de course, c'est 2-3 jours après, ou des fois dans la nuit, où on est couché parce qu'on a travaillé toute la journée. Là, vraiment, c'est une joie intense de parler avec lui, de le voir sur le petit écran. Et je suis vraiment heureux, là. C'est quelque chose de fabuleux. Moi, je n'ai pas pu aller à Lac City, mais il y avait Colette là-bas, elle a été un peu émotionnée parce qu'elle n'a même pas pu me dire bonjour. C'était une grande fête de famille et qu'on a bien partagé ici avec toute la famille Collet et la famille Augère. C'était vraiment extraordinaire. Et tous les amis de la Toussure étaient là. Il y avait dans la rue était pleine. Et on a vu vraiment une très très belle course. Et comme tous les slaloms que j'ai vus, Jean-Pierre nous a fait plaisir tout cet hiver. Et on pensait vraiment que la médaille était pour lui.
Je veux aussi féliciter Sébastien Amier parce que Amier Et oui, nous a parce fait qu'il y a le vraiment... bonheur d'avoir effectivement le copain Sébastien sur le podium avec Jean-Pierre. Oui, là, parce que mes amis de Pralognan, je connais énormément Blacky, qui était entraîneur avec moi dans le temps. Pralognan fête aussi cette victoire, une deuxième place pour Sébastien, c'est fabuleux. Il m'avait impressionné quand je suis allé à Adelboden, je crois, où Jean-Pierre est tombé. Et Sébastien avait fait une belle manche. Nous allons, Hervé, voir aussi une autre héroïne de ces Jeux Olympiques, Carole Montillet, médaillée d'or en descente. Elle est arrivée aujourd'hui dans sa ville de Villard-de-Lans, où évidemment elle a été fêtée comme il se doit, et miracle de la technologie moderne, eh bien Carole Montillet est aussi avec nous ce soir. Carole, vous avez pu voir la course de votre camarade, vous étiez dans l'avion au moment du slalom. Oui, j'ai pas vu voir en fait les images du slalom. Par contre, on appelait en France pour avoir les résultats. Et c'est juste avant d'embarquer pour le dernier vol pour Atlanta qu'on a su que les garçons avaient fait 1 et 2. Et c'était incroyable. Ah oui, c'est la fête. Et puis alors, Carole, en plus, vous lui avez prêté vos gants, les gants de la victoire. Oui, mais c'est pas les gants qui ont fait la descente. Moi, ces gants-là, ils avaient fait le géant, ils n'avaient pas été très vite. Donc c'est pour ça que j'hésitais un peu à les prêter à Jean-Pierre. Mais Jean-Pierre, il a de la magie dans les pieds et c'est grâce à ça qu'il a été champion olympique. Enfin, il dit que ça lui a porté chance. Ça vous a porté chance, Jean-Pierre? Je crois que ce qui m'a surtout porté chance, c'est que Carole, elle a fait une super descente. Elle m'a montré comment il fallait aborder ses JO. Et je crois que moi, dans le slalom, j'ai fait comme elle. Je me suis fait plaisir, je me suis donné à fond. Et c'est là qu'on remporte des médailles et qu'on fait des médailles d'or. Et je crois que les gants, je pense que c'était avant, quand je t'avais vu, que tu m'avais fait la trace. Mais en mettant les gants, je crois que j'ai eu un petit plus. Il y a peut-être quelque chose dedans, je sais pas, c'est passé. Et il ne pouvait rien m'arriver avec ces gants-là. Je voudrais vous demander à tous les deux, cette moisson de médailles, c'est aussi le fruit d'un état d'esprit très particulier qui régnait dans l'équipe de France. Vous avez souvent pensé à Régine Cavagno, Carole, Jean-Pierre? Carole? Oui, je pense qu'on a un état d'esprit différent entre la discipline que fait Jean-Pierre en slalom, où on est peut-être un petit peu plus individuel. Nous, en descente, on a énormément besoin de contact avec nos entraîneurs, surtout après le difficile automne qu'on a passé. C'est vrai que Régine, on y pense énormément tous les jours. Et j'étais vraiment très fière d'avoir remporté cette victoire parce que je savais que de là-haut, elle était fière de nous. Et on l'a fait pour nous. On l'a fait parce qu'on avait envie d'aller vite et c'était lui rendre hommage aussi. Jean-Pierre? Moi, je crois que Régine, en partant, comme les anciennes générations, elle a laissé sa trace. Et cette trace, je crois que Carole et moi, on l'a suivie. Parce que Régine, c'était quelqu'un qui, quand elle skiait, elle se faisait plaisir. C'était une force de caractère, elle avait de la volonté. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Et pour faire des belles performances, il faut aborder comme ça chaque course. Il faut y aller, faut y aller avec le cœur, faut se faire plaisir. Et je crois que moi, c'est ça que j'ai retenu. Et je crois qu'elle nous a laissé quelque chose. Et là-haut, dans l'étoile dans la nuit de Salt Lake, j'espère qu'elle nous a vus et qu'elle a été fière de nous. Merci en tout cas vraiment à tous les deux et bravo pour cette magnifique victoire et bravo pour cet hommage. Profitez-en bien. Et puis, on apprend que l'Espagnol Joan Muley, qui a remporté 3 médailles d'or de ski de fond, a été contrôlé positif. Son entourage affirme que le produit identifié dans les analyses est un médicament qui n'est pas interdit, même s'il est similaire à l'EPO. Autre genre de sport, la traversée du Salon de l'Agriculture. Le président Jacques Chirac l'a inauguré ce matin. Jean Glavanier, le ministre de l'Agriculture, qui sera directeur de campagne du candidat Jospin, ne s'est pas rendu au salon. Il ne le fera pas davantage d'ailleurs pour le Premier ministre. Le chef de l'État, lui, a dit aux agriculteurs les paroles qu'il voulait entendre, à savoir promouvoir une agriculture économiquement forte. Laurent Hakim, Christian Calais et Valérie Lucas. Oh, président, l'Aveyron. Monsieur le Président, félicitations. Monsieur le Président de la Boucherie, exactement. Une chose est sûre, ici, tout le monde est président. Il n'y a guère que Jacques Chirac qui soit en plus candidat. Et pour se faire remarquer du président candidat, certains ont mis le paquet. Dans ce cas d'ailleurs, mieux vaut se déguiser en vache sauteuse qu'en manifestant.
Pendant que les propriétaires cherchent la poignée de main du chef de l'État, leurs bestiaux présentent leur meilleur profil. Celle-ci séparée des couleurs de la République, celui-là vient tout juste de terminer son brushing. On l'a nettoyé ce matin, arrosé avec du shampoing et on l'a brossé. Comme pour les personnages. Au milieu des amuse-gueules et du folklore des bains de foule, Jacques Chirac dit que les jeunes paysans doivent garder espoir, que les filières bovines et viticoles doivent être aidées et que la sécurité alimentaire doit rester une préoccupation permanente. Pour lui, seule une sérieuse concertation avec les paysans permettra d'aider une agriculture en difficulté. Au-delà de la politique agricole commune, il nous faut une politique nationale qui permette de promouvoir une agriculture qui soit écologiquement responsable et qui soit également économiquement forte. Le bain de foule géant va encore durer un peu, mais Jacques Chirac s'attarde moins longtemps que les autres années. Le temps tout de même de capitaliser quelques encouragements. On votera pour vous, monsieur Chirac. On vote pour Chirac, viens nous voir. Et de rencontrer même quelques admiratrices que l'on n'imaginait pas. Elle vous souhaite bonne chance pour le mois de mai. Merci. Plutôt que d'aller aujourd'hui au Salon de l'Agriculture où les militants écologistes ne sont pas toujours très bien accueillis, Noël Mamère, le candidat des Verts à l'élection présidentielle, a passé la journée dans une sorte de contre-salon. Les Verts avaient organisé un grand pique-nique avec dégustation de produits bio. Alain Mikosi et Yann Moine. À Paris, les voitures officielles. Ici, les calèches, l'agriculture et la nourriture biologique. Les Verts avaient installé près de Tours une sorte de contre-salon de l'agriculture, inauguré par Noël Mamère qui s'en est pris vivement au modèle proposé par Jacques Chirac. Il prend vraiment les gens pour des veaux, le président de la République, le candidat président. Il veut nous faire croire qu'il est pour une autre agriculture, mais il marie les contraires. Le lundi, il est pour les OGM et le mardi, il est pour une agriculture de qualité. Décidément remonté, le candidat vert a ensuite présenté un chariot rempli de produits alimentaires qui contiennent des OGM sans que ce soit précisé sur les emballages. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a dedans? Du maïs modifié. Voilà, du maïs modifié. Des actions spectaculaires dans l'esprit de ce que fait la Confédération paysanne, dont les thèses ont été reprises par les Verts. Mercredi, José Bové et Noël Mamère se retrouveront au Salon de l'Agriculture de Paris pour manifester publiquement cette vision commune. Le Premier ministre Lionel Jospin s'est rendu, lui, au congrès extraordinaire du Parti socialiste. Il est arrivé en fin de matinée au Palais de la Mutualité, accompagné de son épouse Sylviane. Ils ont été longuement acclamés. Il a été investi sans surprise par 99,7% des voix des militants, Javid Imbert et Fabrice Dujardin. Ce matin, la télévision japonaise elle-même avait délégué une équipe pour voir ça. Ça, c'est-à-dire le sacre socialiste d'un candidat annoncé. Un peu plus de 99% des voix, certes, il n'y avait pas beaucoup de suspense ni beaucoup de partage. Lionel Jospin, seul prétendant, a donc été plébiscité. Il est désormais le candidat très officiel du PS, un candidat plutôt motivé, en tout cas qui croit en ses chances. Je ne suis pas, comme en 1995, candidat pour témoigner, candidat pour restaurer, candidat pour réhabiliter. Non, je m'engage dans cette campagne devant les Français et avec vous pour gagner. Et pour gagner, comme il l'espère, Lionel Jospin abat déjà pas mal de cartes. Son joueur adversaire désigné, Jacques Chirac, a droit à une offensive en règle. D'abord sur son bilan. 2 ans de présidence infidèle, 5 ans de présidence passive font 7 ans de présidence contestée. Ensuite, indirectement, sur son attitude par rapport à la justice. Le prochain président de la République ne doit plus bénéficier d'un privilège de juridiction. Il ne peut pas être, lui, le premier des Français, le seul Français qui ne se soumet pas à la loi commune. Un bain de foule militant, la présence de Sylviane Jospin aux côtés de son mari. Il y avait dans ce congrès socialiste déjà tous les ingrédients d'un meeting de campagne présidentielle. Et ce soir, Jean Glavany, son directeur de campagne, a indiqué qu'il va quitter demain le gouvernement. Il devrait être remplacé par François Patria, l'actuel secrétaire d'État au PME. On retrouve à l'île Martine Aubry. Bonsoir. Ce matin, à la Mutualité, Lionel Jospin était un peu plus offensif, notamment à l'égard de Jacques Chirac. Est-ce que ça veut dire qu'on abandonne les échanges affleurés très mouchetés du début de campagne ?
Je crois tout simplement qu'on rentre enfin dans la campagne. Les Français l'attendent. Ils attendent d'avoir des débats, projet contre projet, c'est-à-dire pour chacun des candidats, qu'est-ce qu'ils voient comme image de la France, quelle France demain en Europe pour réguler la mondialisation, mais aussi quelles sont aujourd'hui les aspirations des Français, quelles sont les réponses qu'on peut leur apporter. Et je crois du côté de Lionel Jospin, ne pas leur dire je vais tout faire pour vous, mais aussi j'ai besoin de vous, de votre responsabilité, de votre civisme, du respect des autres. Voilà ce qui a été lancé ce matin lorsque Lionel Jospin a été reconnu comme étant le candidat du Parti socialiste. Mais il est, on le sait, beaucoup plus que cela. Vous avez rédigé le projet socialiste. Lionel Jospin a dit dans un premier temps que son projet est moderne mais pas socialiste. Il s'en est expliqué à nouveau ce matin à la Mutualité. C'était un peu déroutant pour les militants. C'est pour ça qu'il y est revenu? Oh non, je ne crois pas. Je pense que Lionel Jospin ne vient pas de nulle part, chacun le sait. Il a des convictions, il a des valeurs, il les a d'ailleurs défendues depuis 1997, déjà devant les Français, puis en tant que Premier ministre. Mais quand on est candidat à la présidentielle, on a vocation à s'adresser à tous les Français. On a vocation à leur dire, voilà les valeurs qui sont les miennes. Je crois que l'égalité va de pair avec la liberté. Je crois que le respect des autres, la responsabilité, le civisme sont des valeurs qui doivent être mieux partagées dans notre pays. La solidarité, la fraternité. Et je suis convaincue pour ma part que beaucoup de Français ont envie que la France aille mieux demain, que la France fasse entendre ces valeurs que le monde attend d'elle, parce que souvent, ces dernières années, on ne l'a pas assez attendu, que la France aide l'Europe à exister dans le conflit du Proche-Orient, en Afghanistan, à réguler un monde qui est encore trop injuste. Et pour cela, eh bien, il faut un homme qui s'exprime, qui exprime sa force et qui exprime la façon dont il veut que la France puisse faire entendre sa voix dans le monde. Alors voilà, il y a le projet des socialistes et puis il y aura aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le projet du candidat Lionel Jospin. Est-ce que la gauche plurielle va se retrouver suffisamment forte au deuxième tour? Le Parti communiste n'est pas en grande forme, l'extrême gauche dit qu'elle ne va pas se reporter, Chevènement joue cavalier seul, c'est pas un peu compliqué? Écoutez, aujourd'hui ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'il y a entre nous du respect. Du respect, l'a dit Lionel Jospin tout à l'heure, pour Robert Rue, pour Jean-Pierre Chevènement, pour Jean-Noël Mamère. On revoit ce qui s'est passé hier à Toulouse. Moi, cela m'a extrêmement étonné. On attendait un projet de la part de l'opposition, et alors même qu'ils étaient réunis pour dire aux Français ce qu'ils voulaient leur proposer, eh bien, ils n'ont même pas réussi à se respecter les uns les autres. Et je crois que Jacques Chirac aura beaucoup de mal à réunir le pays, la France, à la rassembler, alors qu'il a eu beaucoup de mal, et qu'il a toujours beaucoup de mal, à réunir ceux qui sont derrière lui. Voilà les différences d'un côté et de l'autre. Et moi, je suis convaincue qu'au second tour, mais nous ne sommes pas encore là, tous ceux qui ont envie de cette France plus forte, plus juste, plus moderne aussi, une France qui, encore une fois, ait sa place dans le monde, eh bien, sauront se retrouver derrière Lionel Jospin. Merci Martine Aubry. Un dernier mot, votre rôle dans cette campagne? Eh bien, celui qui me sera donné, Lionel Jospin va annoncer son équipe mercredi, donc c'est à lui de le dévoiler, mais nous sommes très nombreux, vous le savez, autour de lui, une équipe qui a à la fois de l'expérience et puis aussi des visages nouveaux, donc je crois que c'est à lui de présenter son équipe et moi je ferai ce qu'il me dira avec plaisir et énergie. Merci Martine Aubry d'avoir été avec nous ce soir. Depuis mercredi soir, un petit garçon de 8 ans a disparu dans le nord près de Havane-sur-Helpe. Les recherches dans le secteur inondé de Cartigny n'ont rien donné. L'enfant aurait pu tomber dans l'eau, mais la famille ne peut s'y résoudre à y croire. Sur place, Marianne Masse et Patrick Wurstorm. C'était mercredi dernier. Brian revient de la pharmacie avec son frère. À la sortie du village, il s'amuse à monter sur ce tuyau le long du pont. Un endroit qu'il connaît par cœur. Depuis, on ne l'a plus revu. Ce jour-là, la rivière est en crue, les recherches sont difficiles et pour l'instant, elles n'ont rien donné. La rivière, il y a beaucoup de trous, beaucoup de trucs qui peuvent retenir, quoi. Oui. Alors, il faut attendre qu'il y ait une bonne décrue. Quand tu délimites le cours d'eau et après tu files tout droit. La rivière est sortie de son lit, tout est inondé. Pompiers, gendarmes, plongeurs, hélicoptères, jusqu'à 150 hommes ont été mobilisés ces derniers jours pour ratisser le secteur. Une attente insupportable pour la famille qui ne croit pas à la noyade. Brian avait peur de l'eau. Je suis persuadée qu'il n'est pas dans l'eau. Depuis mercredi qu'il est disparu, j'ai toujours dit qu'il n'était pas dans l'eau. Peut-être que j'aurai tort après, peut-être que ça me fera du mal, mais pour moi, il n'est pas dans l'eau. La famille a entamé ses propres recherches pour tenter de retrouver Brian. Il aurait eu 8 ans aujourd'hui. Pompiers et gendarmes restent mobilisés sur la thèse d'une noyade. Les fouilles continuent dès demain matin.
Dans la Somme, les habitants s'organisent dans l'attente et la crainte des grandes marées de mercredi. Profitant des éclaircies météo, on a ressorti parpaings, planches, sacs de sable. La situation est jugée extrêmement préoccupante par la préfecture. Sur place, Mathias Sillon et Maya Lusny. Voilà la maison que j'ai achetée il y a peu de temps. J'ai acheté il y a 1 an et demi, donc ça fait 1 an que je n'y suis pas revenu. Depuis les inondations de l'année dernière, Jean-Philippe Damien se bat pour que l'eau ne fasse plus jamais autant de dégâts. Si les crues de l'Oise remontent dans le milieu de sa Seine, il faut s'attendre à ce que ça remonte dans la Somme aussi. Ouais. Hein, tout ça c'est lié, peut-être pas directement. Il faut croiser les doigts pour que ça se passe bien dans une grande marée. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec un autre sinistré qui voit la Somme envahir une nouvelle fois son terrain. C'était bien parti, les maraîchers ont pu cultiver leurs terres en janvier, ont pu retourner leurs terres. Et puis d'un seul coup, en 3 semaines, 47 cm. Qu'on ne vienne pas nous dire que l'eau, elle tombe uniquement du ciel. C'est vrai qu'elle tombe du ciel, mais quand elle remplit les canaux, il faut bien que les canaux ils se vident quelque part. Et actuellement, il y a un peu ça qui se passe. Il y a les canaux qui se vident dans la Somme et la Somme, ça monte. Pour les 3000 adhérents de leur association, les travaux entrepris par l'État sont largement insuffisants. Vous imaginez, je peux le dire, c'est pas péjoratif, mais des pauvres gens qui sont obligés de se battre contre des assurances qui sont à peine remboursées encore aujourd'hui. Et les pouvoirs publics leur annoncent simplement et tranquillement, préparez-vous, ça va revenir. Dans un pays comme la France, c'est inacceptable. Ces riverains mécontents se réuniront mardi à Amiens, un jour avant le début des grandes marées. Ingrid Betancourt, elle a été enlevée en Colombie avec 3 de ses collaborateurs. Candidate écologiste aux élections présidentielles, elle a rencontré en France un vrai succès avec la sortie de son livre « La rage au cœur » il y a 1 an, où elle dénonçait la corruption dans son pays. Elle a été kidnappée par un commando des forces armées révolutionnaires, les FARC marxistes, en rupture avec le processus de paix du gouvernement. Alors que le cabinet israélien a décidé de maintenir à Ramallah le président Yasser Arafat, qui est de fait assigné à résidence depuis le 3 décembre dernier, Hillary Clinton s'est rendue cet après-midi au mur des lamentations pour exprimer sa solidarité avec Israël. Madame Clinton, sénateur de l'État de New York, avait la veille vivement critiqué Yasser Arafat. Gérard Grisbeck et Frédéric Bois. Selon la tradition, il faut glisser un petit message dans l'interstice des pierres. Il s'agit d'un vœu qui a toute chance d'être exaucé. Nous ne saurons pas ce que souhaite Hillary Clinton, mais cette visite au mur des lamentations, dernier vestige du temple d'Hérode, a été le moment le plus émouvant de la journée. Avec le recueillement au mont Herzl sur la tombe d'Yitzhak Rabin, assassiné en 1995. Après la partie symbolique, la partie politique, Hillary Clinton a affirmé que Yasser Arafat avait laissé derrière lui un sillage de morts et de promesses non tenues. Une déclaration qui a évidemment ravi Ariel Sharon et qui a renforcé sa détermination. Nous venons de décider d'alléger pour le moment le siège autour de la maison de Yasser Arafat. S'il veut quitter Ramallah, il doit demander la permission au gouvernement israélien. La décision prise ce matin par le cabinet israélien a été immédiatement suivie des faits. Les chars israéliens ont desserré l'étau autour de la maison du président palestinien, mais ils n'ont pas quitté la ville de Ramallah. À Madagascar, le président autoproclamé Marc Ravalomanane affirme qu'il n'est pas question de faire marche arrière. Soutenu par des milliers de manifestants, le maire d'Antananarive, qui a organisé une grève générale, a reçu nos envoyés spéciaux dans sa résidence. Sur place, Éric Monnier et Bruno Giraudon. À chaque jour, sa démonstration de force pour le camp de Marc Ravalomanane. Aujourd'hui, c'était dimanche, alors ils étaient des milliers à prier sur la grande place du 13 mai, autour de celui qu'ils considèrent désormais comme leur président de la République. Un office ponctué par un bain de foule pour prouver, si besoin est encore, qu'à Antananarive, la rue est avec lui. Cet après-midi, Marc Ravalomanane recevait la presse internationale dans sa maison, sur les hauteurs de la capitale, à laquelle l'on accède qu'en démantelant les barrages mis en place par ses partisans pour le protéger d'une éventuelle arrestation. L'homme se dit en sécurité. Avec sa simplicité habituelle, il répond à nos questions. Ce n'est pas pris le pouvoir en force ou bien en violence, vous savez bien. C'est fait ça en pacifique. Et vous estimez que votre rôle, c'est président de la République ou président de la rue? Pour moi, je suis président de la République. Oui. Mais vous pouvez nous dire clairement, maintenant, il n'est pas question du tout d'un deuxième tour. C'est pour vous, c'est totalement fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Vous l'affirmez? Oui, je l'affirme.
Apparemment, Marc Ravalomanane a décidé de prendre son temps. La formation de son gouvernement, pas dans l'immédiat. La grève générale, elle continue. Au président sortant, Ratsirach, il demande simplement de s'effacer quant à une éventuelle réaction de l'armée. Est-ce que vous vous considérez aussi comme chef des armées? Actuellement, je suis en train de discuter avec eux là. Avec l'armée? Avec l'armée. Mais je vous dis franchement que actuellement j'ai une partie de l'armée, mais il ne faut pas faire ça. Parce que c'est dangereux si l'armée divise en deux. C'est la guerre civile totale. Donc je laisse l'armée, leur chef, de prendre des positions. Vous attendez que les chefs prennent des positions? Oui. Du haut de son perron qui domine la capitale, Marc Ravalomanane s'affiche peu inquiet de la condamnation de son coup de force par les pays étrangers. Ils finiront par comprendre, dit-il, comme lui, l'intérêt des Malgaches. 20 ans après la naissance du premier bébé éprouvette en France, la fécondation in vitro est à l'origine de presque 2% des naissances. Les techniques ont beaucoup évolué en la matière, comme l'expliquent Delphine Orviller et Claire Fechstein. Un premier cri, mais surtout une première médicale en France. C'était il y a 20 ans. Amandine, le premier bébé éprouvette français, faisait la une des journaux avec ses papas scientifiques Jacques Testard et René Friedman. Depuis, près de 100 000 enfants en France sont nés grâce à la fécondation in vitro. C'est le cas des jumeaux Adrien et Pauline, mais aussi de Camille, Clément et Mégane, leurs frères et sœurs des triplés. Toute une joyeuse tribu d'enfants éprouvettes pour qui une naissance un peu particulière n'a finalement rien d'exceptionnel. Nous, on est des enfants ordinaires, on a eu un père, une mère, on a des frères, je sais pas, on est une famille. C'est juste qu'on est fait différemment. Un enfant fait par fécondation in vitro, je peux vous assurer que ce sont les enfants de l'amour. Parce qu'avec tout le parcours que l'on fait, ce sont des enfants qui sont tellement désirés. Et je crois que vraiment, il faut beaucoup d'amour et d'humour dans un couple pour passer par ce parcours. Depuis 20 ans, la fécondation in vitro a fait des progrès. Aujourd'hui, elle concerne 2 naissances sur 100. Mais les grossesses multiples restent un des principaux inconvénients de cette technique. 15% des grossesses sont gémellaires. Et il y a une tendance aujourd'hui à très nettement à diminuer en diminuant le nombre d'embryons transférés. Selon une étude suédoise parue récemment, les grossesses multiples pourraient augmenter le risque de problèmes neurologiques chez les enfants éprouvettes. Pour les spécialistes, un meilleur suivi est donc nécessaire pour s'assurer que ces enfants nés grâce à la science grandissent comme tous les autres. La légende des siècles, Océano Nox, Les Misérables, Notre-Dame de Paris, Hernani. Victor Hugo, le plus célèbre des écrivains français, nous a offert les textes les plus beaux, les personnages aussi les plus connus, Cosette, Esmeralda, Jean Valjean, Quasimodo ou Gavroche. Victor Hugo est né le 26 février 1802, ce siècle avait 2 ans. Le bicentenaire de sa naissance va donner lieu à d'innombrables hommages, Sophie Jouve, Bernard Puissesseau et Jean-Louis Bousser. Que nous reste-t-il de Victor Hugo? Esmeralda, Gavroche, Ruy Blas, la petite Jeanne au pain sec, que nous reste-t-il? Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin, de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait « Bonjour, mon petit père ». Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait sur mon lit, dérangeait mes papiers et riait. C'est en plongeant dans les trésors de la Bibliothèque nationale que l'on touche du doigt l'incroyable personnage qu'il était, l'homme océan. Conscience de la République, grand européen, mais surtout dramaturge, poète, romancier, dessinateur, pamphlétaire, avec dans ses plus beaux textes une fougue, une violence, une puissance qui ont donné vie à des personnages universels. Cosette, tout le monde la connaît. Quasimodo, Esmeralda. Vous savez, quand un écrivain réussit à imposer des personnages de fiction qui deviennent dans l'imaginaire des lecteurs des personnages plus vivants que les vivants, c'est une réussite extraordinaire. Et puis Hugo n'a jamais oublié qu'être écrivain, c'est être les pieds dans son siècle, c'est mettre sa plume au service de ses idées. Né royaliste et conservateur, il va développer une attention aux opprimés et se rapprocher de la République. Il la défend contre vents et marées et contre Napoléon III, surnommé Napoléon le Petit. 18 ans d'exil pendant tout le Second Empire. Hugo, conscience de la nation sur son rocher de Guernesey, ce sera une image forte du 19e siècle. Il dit « j'abhorre l'autorité, j'abhorre le despotisme ». Ça, il le dit quand il a 25 ans. Il est contre la peine de mort. Donc, il y a un fil des valeurs fondamentales qui est permanent chez Hugo
du jeune monarchiste ultra au patriarche républicain de la faim. Un patriarche qui aura droit à des funérailles grandioses. 1 million de Parisiens descendront dans la rue. Mais Victor Hugo reste d'abord pour nous le poète qui pleure la mort de sa fille Léopoldine. C'est lui qui nous émeut le plus. Je rencontrais souvent quelques arabesques folles et qu'elle avait tracées, et maintes pages blanches entre ses mains froissées, où je ne sais comment venaient mes plus doux vers. Victor Hugo. Les Jeux Olympiques de Salt Lake City vont s'achever cette nuit par une grande cérémonie. Ça se passera à 2 h du matin, heure française, et ce sera sur France 2. En attendant les meilleurs moments de ces Jeux Olympiques racontés par Florent Gautreau. L'hiver américain n'a pas encore pris fin, mais les Jeux sont faits, avec des Français inspirés et une costelique olympique. Et le fait divers des Jeux d'hiver, la médaille d'or du copinage artistique. Magouille, mensonge et marchandage, pour un improbable podium à 4, l'esprit olympique est branlé. Aucun Américain n'oubliera le 8 février et l'hommage aux victimes des attentats. Pour le porte-drapeau des Français, d'autres émotions fortes mélangées. J'y pense tous les jours, de toute façon, ça c'est clair. Je pense qu'elle doit être vachement fière de nous là-haut. La course d'une vie pour Régine Cavagnou. Et au bout, la médaille d'or française de descente féminine. Avant la finale du snowboard, Ruby a compris. Cette fois, c'est le jour d'Isabelle Blanc. La rivalité franco-française et la revanche pour la skieuse de l'Alpe d'Huez qui avait chuté à Nagano. Autre doublé, celui de Vidal et Ami, et les slalomeurs français entrent dans l'histoire. Comme Marina Anissina et Gwendal Pesra, champions olympiques de danse sur glace, 70 ans après le couple Brunet. 4 d'or, 5 d'argent, 2 de bronze, 11 médailles en tout, record battu. Et des petites histoires, tristes et gaies à la fois. Laure Péquenot rate la médaille d'or pour 7 petits centièmes. Plus tard, je pense que je penserai à ces 7 centièmes, mais je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui aimeraient une médaille d'argent. Je peux pas être contente d'un jour comme ça. À côté de Français presque parfaits, les seigneurs des anneaux. 4 médailles dont 3 d'or pour la Croate Kostelic. 4 titres au biathlon pour le Norvégien Björn Dalen. 2 médailles d'or pour le Suisse Aman, un gamin de 20 ans. Et 7e médaille olympique pour Amott, le vétéran. Pour d'autres, l'essentiel fut de participer. Les Jeux de Salt Lake City sont presque finis. Des Jeux sous haute surveillance que rien n'est venu perturber. La trêve olympique a été respectée. Ainsi se termine ce journal. Dans quelques instants, la météo, Patrice Drevet. 2h50, Jackie Brown de Quentin Tarantino. Minuit 50, le dernier journal de Laurence Piquet. 2h40, cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Demain, dans les 4 vérités, je vous retrouverai en compagnie de Nicolas Sarkozy à 7h40. Et pour nous quitter, ces images de la victoire de Jean-Pierre Vidal. Excellente soirée à tous.